Man on Fire, ou comment Netflix arrive encore à nous servir du tiède avec un titre brûlant. Salut les amis sérivores et cinéphiles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle critique et aujourd'hui on va parler d'une série Netflix sortie il y a quelques jours seulement, le 30 avril, et qui s'appelle Man on Fire. Cet épisode, format mini-série donc, avec un pitch qu'on a déjà vu 1000 fois, un ancien type d'effort spécial, traumatisé jusqu'à la moelle, et qui se retrouve à devoir protéger une jeune fille pendant que des méchants très méchants essaient de le flinguer et de la flinguer. Je vais être totalement honnête avec vous, si je n'avais pas la chaîne, je ne suis même pas certain que j'aurais maté cette série. Sur le papier, c'est une grosse série bien bourrin à la Netflix, du consommable, du truc que tu t'enfiles un soir où t'as pas envie de réfléchir et où tu veux juste quelque chose qui défile sur ta télé. Donc je suis arrivé devant avec des attentes assez basses, voire inexistantes. Cela dit, deux trucs m'ont quand même donné envie d'y aller. Le premier, c'est l'acteur principal, Yahya Abdul-Mateen II. Je l'avais vu il y a pas si longtemps dans Wonder Man sur Disney+, et j'avais bien aimé ce qu'il faisait. Curieux donc de le retrouver dans un registre complètement différent, beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent. Et le deuxième truc, eh bien, c'est le décor. L'histoire ne se passe pas aux États-Unis, mais à Rio de Janeiro, ce qui change un peu des terrains de jeu habituels du genre. Ça aussi, ça m'a un peu titillé. Et petite précision aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je sais qu'il existe évidemment deux films Man on Fire, un de 1987 et un autre de 2004 avec Denzel Washington, qui est apparemment culte. Mais je ne les ai pas vus, ni l'un ni l'autre, donc je vais juger la série pour ce qu'elle est et pas par rapport à ce qu'elle devrait être par rapport au film que je n'ai pas en tête. Ce qui est plutôt une bonne chose, on va dire que je suis dans la position du spectateur lambda qui découvre l'histoire pour la première fois. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, spoiler, c'est assez tiède, mais ça, on va le voir en détail. Regina a toujours considéré que je m'inquiétais beaucoup trop pour toi. Tu sais quoi, tu devrais venir avec moi. Tu pourrais nous être utile. Je suis plus amené à jouer solo en ce moment, désolé. Et tu trouves que c'est une réussite ? Avant de rentrer dans le dur, deux mots rapides sur le projet, juste ce qu'il faut pour comprendre de où ça vient. Man on Fire, c'est à la base un roman écrit en 1980 par un certain A.G. Quinnell. La série Netflix s'inspire de ce premier livre, mais aussi de sa suite, ce qui en fait la première adaptation à mélanger les deux. Aux manettes, on a Kyle Killen comme showrunner, dont le CV récent inclut Halo et la trilogie Fear Street pour Netflix. Je l'ai pas vu. Côté casting, on a donc Yahya Abdul-Mateen II en tête d'affiche dans le rôle de John Creasy, l'ex-soldat ravagé par le PTSD. Face à lui, on a la jeune Billy Boulet qui incarne Poe, l'ado qu'il doit protéger à tout prix. Et autour, on retrouve Alice Braga, que les amateurs de cinéma brésiliens connaissent depuis notamment La Cité de Dieu, et qui joue une chauffeuse providentielle, et on a aussi toute une bande de figures secondaires dont on reparlera. L'histoire, dans les grandes lignes, suit Creasy, donc un ancien des forces spéciales américaines, brisé après une mission qui a très mal tourné au Mexique. 4 ans plus tard, complètement détruit, il est récupéré par un vieil ami qui l'embarque du côté du Brésil à Rio de Janeiro pour bosser dans la sécurité privée. Sauf qu'évidemment, tout va partir en vrille, et notre Creasy se retrouve à devoir protéger Poe, la fille de son pote, pendant qu'il essaye de comprendre qui sont les ordures derrière l'attentat qui a explosé sa vie pour la deuxième fois. Et ça, c'est juste le début. On a ici 7 épisodes pour développer tout ça, et sur le papier, il y avait de la matière. Dans les faits, on va voir tout ça. J'ai tout perdu. Ma famille, ma maison. Si les types qui ont fait sauter l'immeuble la trouvent, ils lui feront vivre un enfer. Je me retrouve beaucoup en toi. On va commencer par le positif, parce qu'il y en a un peu quand même, et je trouve qu'il faut le dire. L'énorme point fort de cette série, c'est son acteur principal, Yahya Abdul-Mateen II,
J'ai réussi à le dire. Il est tout simplement excellent dans ce rôle de John Creasy. Il est même tellement au-dessus du lot que c'est un peu le seul personnage, entre guillemets, qui m'est vraiment marqué toute la série. Et on y reviendra plus tard parce que ça en dit long sur le reste. Ce qui fonctionne en tout cas avec lui, c'est qu'il joue Creasy en mode « moins j'en fais, plus c'est intense ». Le mec a un physique qui colle bien, parfaitement au rôle. Il a une sorte de présence à l'écran qui en impose, mais surtout, c'est dans les petites choses qu'il est bon, je trouve. Il a notamment une certaine immobilité dans le corps, une économie dans les gestes, un regard qui porte la douleur de son personnage sans jamais avoir besoin d'en faire des caisses. Tu le crois immédiatement, ce type, tu crois qu'il a vécu des choses vraiment immondes et tu crois qu'il pourrait aussi tuer quelqu'un à main nue, sans cligner des yeux, entre guillemets. Et en même temps, tu sens aussi qu'il est en train de se déliter de l'intérieur. C'est rare une performance qui arrive à tenir ces deux registres de façon correcte en même temps. Le souci, encore une fois, et là c'est pas la faute de l'acteur, c'est le scénario. On a vraiment l'impression que la série n'ose jamais vraiment récompenser l'acteur et le laisser aller assez loin pour qu'il puisse s'exprimer totalement. Yaya est complètement sous-exploité et à chaque fois qu'on sent qu'il pourrait basculer dans quelque chose d'un peu plus profond, de plus dérangeant, de plus humain aussi possiblement, le script se dégonfle et le ramène vers son stoïcisme un peu monolithique. Comme si Netflix avait peur que son personnage devienne trop complexe, pour le public par exemple, et du coup, t'as un acteur qui te montre par moments qu'il pourrait faire bien meilleur avec un meilleur matériau, mais qui passe les 3/4 de son temps à faire la gueule en silence. C'est dommage, parce qu'on sait qu'il peut mieux faire. Moi, je l'ai découvert récemment, par exemple, dans Wonder Man, sur Disney+, où il était excellent dans un registre beaucoup plus léger, presque comique. Bref, le bonhomme, clairement, il a une vraie palette, il aurait franchement mérité un projet qui l'utilise à 100%, mais là, on est plutôt aux alentours de 50-60% peut-être. Et en tout cas, c'est lui qui sauve la baraque. L'autre truc qui sauve un peu cette série aussi, et je pense que c'est probablement le choix le plus malin de la production, c'est d'avoir transposé l'histoire du côté de Rio de Janeiro. Et pour le coup, ça marche. D'abord parce que ça change, on en a vu 50 000 des thrillers qui se passent du côté des États-Unis, à New York, à Los Angeles ou encore à Chicago, ou même en Europe. Mais là, ici, on est au Brésil, dans une mégalopole qu'on voit assez peu sous cet angle-là, à la télé. On a des plans larges sur la ville, avec ses couleurs, son ambiance, ses favelas, et ça donne immédiatement une identité visuelle qui est plutôt remarquable. Comparé à la production Netflix lambda, en tout cas, ça donne tout de suite une saveur que les autres n'ont pas. Mais surtout, et ce qui m'a vraiment plu, c'est que le décor n'est pas juste là pour faire joli, il a vraiment une place dans le scénario. Quand Creasy et Poe se retrouvent à devoir disparaître, ils plongent dans les favelas de Rio, et là, le choix prend tout son sens. Une favela, c'est une sorte de labyrinthe, un endroit où les flics ne mettent pas les pieds assez facilement, et c'est un bon écosystème parallèle avec ses propres règles, et donc un bon endroit pour se planquer. Donc, utiliser ça comme une planque, c'est pas juste un truc cool visuellement, c'est assez cohérent. Bref, sur Rio, je donne plutôt un bon point. C'est le genre de pari qui aurait pu être anecdotique et qui finit par être un des éléments les plus convaincants de cette série. Bon, en revanche, à partir de maintenant, on va rentrer dans ce qui ne va pas. Et il y a de quoi faire, croyez-moi. Premier truc, et c'est sans doute le ratage le plus gênant de toute la série, parce que c'est censé être son cœur émotionnel. La relation entre Creasy et Poe. Vous savez, le grand mec brisé qui se reconstruit en protégeant la jeune fille innocente, le lien filial qui se noue dans la violence, la rédemption par l'amour paternel, de substitution évidemment. C'est tout l'enjeu théorique de la série, et c'est ce qui est censé porter les 7 épisodes émotionnellement. Sauf que, moi j'en ai eu rien à foutre, tout simplement. Mais alors vraiment rien à foutre. Et c'est très con, parce que, c'est pas la faute des acteurs, encore une fois. Yaya, on en a parlé, il est très bon, et Billy Boulet qui joue Poe, elle n'est pas mauvaise non plus. Elle fait le job. Le problème, c'est encore une fois le scénario. Le scénario ne leur donne jamais le temps ni les moyens de construire quoi que ce soit ensemble. Le lien entre deux est tenu par à peu près rien. Ils ont tous les deux perdu des gens proches, ok, et c'est à peu près tout. Pendant la moitié de la série, leur relation, c'est juste Poe qui essaye de se rapprocher et Creasy qui se referme, encore et encore, sans que ça évolue vraiment et sans qu'il se passe des moments d'humanité partagés qui pourraient marquer le spectateur. Et puis surtout, l'intrigue les sépare vraiment très souvent. À chaque fois que tu commences à sentir qu'il y a un petit truc qui commence à se construire entre eux, hop,
on coupe, on les balance dans 2 scènes différentes et on s'occupe bien de l'intrigue politique de fond ou bien je ne sais quel autre rebondissement. Du coup, le lien entre eux ne prend jamais réellement et tu n'as pas le temps, toi, en tant que spectateur, de t'attacher au duo parce que la série elle-même ne s'y attache pas. Le résultat, c'est qu'on arrive aux derniers épisodes où la série essaye de capitaliser émotionnellement sur leur relation et toi, t'es là devant ton écran à te dire « Bah ok, c'est gentil les gars, mais franchement, moi ça me fait absolument rien ressentir. » Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que la relation Crazy-Poe qui ne fonctionne pas. C'est tout l'écosystème de personnages secondaires qui passe complètement à côté. Petit test, pour ceux qui ont vu la série, sans réfléchir là, dites-moi en commentaire qui sont les seconds rôles, ceux qui vous ont marqué. Et la réponse sera très probablement, pas grand monde. Et voilà, ça veut tout dire, je trouve. Pourtant, sur le papier, il y a du monde autour de Crazy. Il y a Valeria, jouée par Alice Braga, qui les recueille dans la favela. Il y a aussi, justement, le gamin du quartier de la favela qui se lie avec Poe, dont j'ai même oublié le prénom. On a aussi les membres des gangs qui prend tout ce monde-là sous leur aile. Et puis, on a aussi tous les gars du côté de la CIA et du gouvernement brésilien, dont je serais incapable de donner les noms et prénoms. En tout cas, le drame, c'est qu'aucun ne réussit vraiment à exister. Alice Braga fait ce qu'elle peut, son personnage a clairement un petit potentiel, mais le scénario, encore lui, ne lui donne jamais l'épaisseur qu'elle mériterait. Elle reste à l'état d'esquisse, et c'est pareil pour à peu près tous les autres. Ce sont juste des silhouettes qui apparaissent quand le scénario en a besoin, et qui repartent tout aussi vite. Il n'y a aucune réplique qui reste, aucune scène où tu te dis « Ah ouais, c'est pas si mal ça ». Du coup, t'as une distribution sur le papier assez riche, mais à l'écran, elle est complètement diluée. Yaya est tout seul porté en triomphe, et autour de lui, on a une nuée de figurants qui ne servent tout simplement à rien. Et puis, il y a aussi ce gros morceau de la série dont je n'ai pas encore parlé, et qui est franchement un des gros défauts à mon sens. Toute la sous-intrigue politique de fond. Parce que oui, en plus de l'histoire principale, avec Crazy qui protège Poe et qui veut buter tous ceux qui ont fait sauter son ami, la série te rajoute aussi toute une couche d'intrigue autour des services secrets brésiliens, du président, des chefs de gang et même de la CIA américaine. Ou encore de je ne sais autres quels acteurs qui courent partout dans les couloirs du pouvoir. Et alors là, comment dire ? On s'en cogne, voilà comment on peut le dire. Mais alors, profondément, quoi. Le truc, c'est que cette intrigue politique est censée donner du contexte, censée donner de l'enjeu à tout ça, censée expliquer pourquoi Crazy et Poe sont traqués, pourquoi tout ce bordel s'est déclenché. Sauf que dans les faits, c'est tout simplement très mal écrit. T'as des séquences où des personnages dont tu n'as quasiment jamais entendu parler discutent dans des bureaux de trucs dont tu n'as jamais entendu parler non plus, des complots que tu as du mal à suivre, dont tu as du mal à suivre les enjeux. Tu as aussi des trahisons attendues, des révélations qui tombent un peu à plat et des manigances qui s'empilent sans que cela ne crée jamais de vraie tension. Et le pire, c'est que ça mange du temps d'écran considérable, du temps qui aurait dû aller où ? Qui aurait peut-être pu servir à rendre la série un peu plus attachante, notamment à rendre crédible la relation entre Crazy et Poe, dont on vient de voir qu'elle est bien bâclée, ou encore à développer d'autres personnages secondaires qui auraient pu avoir besoin qu'on les développe. Mais non, à la place, on nous rajoute des couches et des couches d'intrigues politiques qui s'en mêlent les pinceaux, et qui, globalement, encore une fois, donnent l'impression que les scénaristes ont voulu faire intelligent sans en avoir vraiment les moyens. Au final, c'est un peu paradoxal, mais on a une série qui ne dure que 7 épisodes, mais qui semble en durer beaucoup plus, ou qui en tout cas n'utilise pas son temps de façon correcte et intelligente. Et pour finir cette analyse, parlons de ce qu'on est censé venir chercher en premier lieu dans une série, comme celle-ci. L'action, évidemment. Et là, encore une fois, c'est raté. Parce que l'action dans Man on Fire, c'est assez plat. Pourtant, sur le papier, on a tout pour faire des trucs qui claquent. Un personnage principal entraîné, super létal, un décor brésilien qui se prête à des courses-poursuites de fou, et un budget Netflix qui est censé permettre de faire les choses bien. Mais à l'arrivée, les scènes de baston sont oubliables. Elles sont pas mauvaises techniquement parlant, c'est filmé proprement, mais c'est sans aucune signature réelle, sans aucune idée qui nous marque réellement.
On sort d'un épisode et on galère à se souvenir d'une seule des séquences d'action qui ont eu lieu dans ce même épisode. C'est dire. Et derrière tout ça, eh bien, il y a un problème de ton qui plombe aussi l'ensemble. La série n'arrive jamais vraiment à choisir ce qu'elle veut être. Tantôt, on croit qu'elle veut être un drame psychologique sérieux sur le PTSD et la reconstruction, et tantôt elle bascule dans le thriller bourrin sans complexe avec des scènes complètement improbables, genre par exemple l'avion à moitié défoncé qui atterrit tranquillement sur la route. Et ces deux registres, eh bien, ils ne fonctionnent pas ensemble. Quand tu prends ton sujet au sérieux, eh bien, tu peux pas te permettre des séquences absurdes. Et inversement, eh bien, quand tu fais du bourrin assumé, faut pas vraiment essayer de plomber l'ambiance avec tout simplement des trucs qui sont des palabres qui sont existentiels. Du coup, bah, t'as une série qui n'est ni réellement un bon drame, ni réellement un bon film d'action. On a quelque chose entre les deux qui tombe à plat sur les deux tableaux. Et c'est, je pense, le problème central de Man on Fire. J'imagine que les films étaient mieux. Qui sera là pour m'aider? Il ne laissera tomber que quand les poseurs de bombes seront neutralisés. Tu vas le tuer? Je vais juste lui parler. Je sais que c'est dur. Mais on va prendre toutes nos émotions et les mettre de côté. Il me suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Et boum! Je te le promets. Maintenant, t'es en sécurité. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, comme je l'annonçais en intro, une série Netflix tiède, une de plus dans le catalogue qui s'allonge chaque mois avec son lot de productions calibrées, sans risque, qu'on aura oublié dans 3 mois. Je ne vais pas vous dire que c'est un désastre total, parce que c'est pas vrai. Yahya Abdul-Mateen II porte la série sur ses épaules avec un vrai talent, et à lui seul, il rend les 7 épisodes regardables. Le décor brésilien apporte lui aussi une fraîcheur visuelle bienvenue, et l'idée d'utiliser les favelas comme planque donne un peu de chair au scénario. Voilà pour le positif. Le reste, c'est laborieux. On a un cœur émotionnel qui ne bat pas, des seconds rôles qui sont oubliables et une intrigue politique qui tourne dans le vide. Une action sans réel relief, un ton qui hésite globalement en permanence entre deux registres, celui du comique et celui du thriller. Et puis le plus frustrant avec ce genre de production, c'est qu'on a un acteur qui méritait un projet à sa hauteur. On a un décor aussi qui méritait un scénario à sa hauteur. Et tout ça, eh bien, ça se dissout dans un truc très moyen, taillé pour l'algorithme de Netflix, conçu pour faire du chiffre dès les premiers jours et disparaître des radars ensuite. Si vous cherchez un truc à mater un soir où vous êtes crevé, eh ben, ça peut faire l'affaire. Hein. Mais si vous cherchez une vraie série marquante, allez voir ailleurs. Voilà en tout cas pour mon avis sur ce Man on Fire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez accroché à tout ça ou au contraire est-ce que ça vous a laissé un peu froid? Dites-moi aussi si vous avez vu les films d'origine, surtout celui avec Denzel Washington. Dites-moi ce que ça vaut parce que peut-être que j'aurai envie de le rattraper un de ces 4. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines critiques. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!